Je ne vais pas faire de longue introduction, on va donner la parole immédiatement puisqu'on a du retard aux intervenants. Juste faire le point sur le fait que, j'insiste à chaque fois dès que je prends la parole là-dessus, sur le fait qu'on est en train de vivre aujourd'hui un moment historique du mouvement de l'économie et de la finance sociale et solidaire. Historique parce que pour la première fois, au niveau international, on dispose, comme Thierry l'a rappelé au début en ouverture, de deux superstructures de poids. Le groupe pilote international sur l'économie sociale et solidaire et la Task Force Interagence des Nations Unies sur l'ESS. C'est historique, tout est à construire évidemment. Les rencontres en tant que co-secrétaire avec le ministère des Affaires étrangères français du groupe pilote a énormément une tâche énorme devant elle pour avancer sur ce sujet et faire en sorte que les pays qui ont créé le groupe aujourd'hui développent effectivement le plan d'action qui a été adopté en lien avec la Task Force. On est aujourd'hui aussi sur ce moment historique, il a ses avantages, il a ses inconvénients. L'inconvénient principal étant qu'entre tout ce qui est supranational ou communautaire, régional de type donc groupe pilote, task force, interagence, et donc entre ce niveau-là et le niveau local des acteurs de terrain, des réseaux qui aujourd'hui existent, thématiques sur le commerce équitable, sur la finance sociale et solidaire, entre les deux, il y a un énorme gouffre. Ce gouffre, les territoires, les gouvernements locaux, c'est-à-dire les élus politiques, les services administratifs qui maintiennent la continuité des politiques publiques, ont un rôle énorme à jouer de structuration, de renforcement des actions qui ont pu être menées. La table ici a vocation à faire le lien entre cet agenda international, l'organisation de la conférence Habitat 3, la conférence des gouvernements locaux qui va implanter le nouvel agenda urbain en lien avec les objectifs du développement durable qui viennent d'être définis et adoptés, post-Addis Abeba sur le financement du développement et avec la COP21 qui s'annonce et on verra si les gouvernements nationaux arrivent à la hauteur des engagements des gouvernements locaux qui sont toujours et bien souvent bien plus en avance que les gouvernements nationaux. Je vais passer la parole immédiatement à Mansour Tal, qui est donc le représentant du UN-Habitat au Sénégal et donc directeur de la dynamique d'animation de la préparation d'Habitat 3. Il va mettre en place pour vous l'ensemble des fondamentaux à comprendre et à connaître sur la préparation du sommet et comment nous, en tant qu'acteurs de l'économie et de la finance sociale et solidaire, nous pouvons nous engager dans le processus institutionnel de préparation de la conférence. Mansour. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense que je vais être extrêmement rapide, comme vous l'avez demandé, en 5 minutes, de vous présenter très rapidement Habitat 3, de revenir après sur le processus global de préparation et de faire un état des lieux sur là où on en est exactement, avant de revenir très rapidement sur le processus de préparation au niveau national, pour terminer avec les articulations possibles, souhaitables et nécessaires entre l'économie sociale et solidaire et Habitat 3 et son principal résultat qui sera la disponibilité, comme l'a dit le modérateur, d'un nouvel agenda urbain bâti sur l'agenda urbain élaboré en 1996, adopté en 1996 à Istanbul. Pour revenir rapidement sur le processus de Habitat 3, disons que c'est une conférence des Nations Unies, pas de ONU Habitat, qui se tient donc tous les 20 ans et nous en sommes à la 3e édition, après la première conférence qui a eu lieu à Vancouver en 1976 et dont la principale recommandation et dont le principal résultat a été la reconnaissance des établissements humains et puis la création du Centre national, du Centre des Nations Unies pour les établissements humains qui a donné naissance en 2001 à ONU Habitat. En 1996, donc 20 ans après, le monde s'est réuni à Istanbul pour définir un agenda urbain
pour les prochaines 20 années. Donc cet agenda va expirer exactement l'année prochaine. Et ce qui est ressorti de cet agenda, c'est que les villes sont un moteur du développement. C'est que l'urbanisation, au lieu d'être un problème, est une opportunité. Et que les autorités locales sont d'une importance capitale dans la marche du monde. Et qu'enfin, cet agenda urbain avait reconnu la participation comme un pilier essentiel du développement global. Et aujourd'hui, cet agenda va expirer, donc nous sommes dans le processus de préparation de Habitat 3, qui va définir un nouvel agenda ou qui va renouveler cet agenda urbain, parce qu'il faut bâtir aujourd'hui cet agenda sur les leçons tirées de l'agenda urbain d'Istanbul. Aujourd'hui, on en est à une phase cruciale de la préparation. Il y a eu 2 comités préparatoires au niveau global, à New York, puis à Nairobi. Donc j'ai eu la chance de participer à ces deux événements et nous allons vers la 3e réunion du comité préparatoire qui aura lieu en juillet en Indonésie. Donc vous voyez qu'il y a encore la possibilité d'influencer ce processus. Et aujourd'hui, ce processus de préparation sur lequel nous nous sommes accordés a développé ce qu'on appelle des areas thématiques, des domaines en fait thématiques. Bon, je ne vais pas les citer tous, hein, on n'a pas le temps en 5 minutes de le faire. Et puis ces 6 domaines thématiques sont structurés, vont sortir ce qu'on appelle des issue papers, donc vraiment des papiers de position. Qui seront au nombre d'une 20aine. Et seulement, on va structurer autour de 10 policy units, c'est-à-dire d'unités de formulation de politique, autour de ces papiers de discussion qui sont en cours de formulation. Ces papiers s'inspirent aussi, sont un outil essentiel pour définir le nouvel agenda urbain qui devrait être, le draft 0 devrait être disponible en mai 2016, avant d'être discuté dans un premier temps au 3e comité préparatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'Indonésie, pour être maintenant présenté, validé, adopté lors du sommet de Quito, qui aura lieu à partir du 17 octobre à Quito, en Équateur. Et lorsque je parcours, en fait, l'essentiel des ateliers thématiques qui se tiennent, des réunions régionales, il y en a dans les 5 continents, celle de l'Afrique se tiendra au Nigeria, la réunion d'Europe aura lieu à Prague. Donc il y a des réunions thématiques qui vont sortir des éléments. Il y a des réunions régionales qui vont sortir des éléments. Les réunions thématiques sont structurées autour d'une thématique. Il y a les issue papers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont sortir aussi des éléments. Et tout cela va servir de lien pour que les unités politiques les unités de définition des politiques qui vont être mises en place, il y en aura une dizaine, structurent un nouvel agenda urbain. Donc c'est un peu ça la préparation au niveau global. Au niveau national, ONU Habitat a encouragé les pays à mettre en place ce qu'on appelle les comités habitat. Hein, ce sont des comités nationaux habitat qui doivent avoir un rapport pays qui passe en revue le processus du développement urbain durable depuis 1996, c'est-à-dire depuis le dernier agenda urbain. Donc le Sénégal, par exemple, a eu son draft qui est en cours de validation et qui va être versé donc, dans ces matériaux qui seront disponibles. Voilà donc le processus de préparation rapidement résumé. En quoi maintenant l'économie sociale et solidaire devrait s'incruster dans ce processus de préparation? D'abord sur les domaines thématiques. Si on regarde bien les domaines thématiques, le premier, c'est au niveau de la cohésion sociale et de l'équité. Je pense que là, nous avons notre mot à dire. Même si les papiers thématiques sont en cours, c'est sur la ville inclusive, c'est sur la migration et les réfugiés dans le développement urbain, c'est sur la sécurité urbaine, c'est sur le patrimoine et la culture urbaine. Donc là, vraiment, sur le premier domaine, nous avons beaucoup de choses à dire. Sur le développement territorial aussi, mais aussi surtout sur l'économie urbaine, parce qu'on a un modèle de développement alternatif à proposer, parce que nous avons vu que dans le contexte des pays sous-développés,
on n'a pas, à partir des outils classiques de financement, on ne peut pas mobiliser suffisamment de ressources pour alimenter la ville. Il faut inventer des mécanismes innovants. On parle beaucoup de l'économie verte, mais l'économie sociale aussi est un ferment très important pour aujourd'hui créer de l'émulation autour du développement urbain local. Le président l'a dit tout à l'heure, il faut être concret, il faut partir des territoires, il faut, comme on dit au Sénégal, territorialiser les politiques publiques. Je pense que là aussi, on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Bon, je vous épargne des autres pour finir très rapidement. Au niveau de l'habitat et des services urbains de base aussi, l'économie solidaire a beaucoup de choses à faire en termes d'infrastructures et d'infrastructures. Parce que quand nous parlons d'infrastructures, ce n'est pas les grandes infrastructures, c'est aussi les services sociaux de base, les services de proximité. Et là, vraiment, il faut faire preuve de solidarité, il faut faire preuve d'économie, il faut faire preuve de beaucoup de participation. Parce que l'exemple que nous avons mis en relief au Sénégal lorsque nous avons formulé notre rapport pays, c'est l'exemple des coopératives d'habitat, que ONU Habitat a aidé à mettre en place dans les années 80, précisément en 1985, en mettant en place ce qu'on a appelé le bureau d'appui à l'habitat social, qui a mis en place les coopératives d'habitat, qui sont aujourd'hui le premier moyen d'accès à l'habitat. Plus, c'est le double des coopératives privées. C'est peut-être 10 fois plus les sociétés immobilières publiques. Donc c'est aujourd'hui le premier moyen. Et ces coopératives existent non seulement au Sénégal, mais existent auprès des émigrés et qui aident aujourd'hui à mobiliser les ressources. Et je terminerai par faire une invite. L'économie sociale n'est pas seulement une économie de l'altruisme, c'est aussi une économie de la finance, d'une finance adaptée à nos réalités, d'une finance adaptée à notre contexte. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on reviendra dans les débats sur ça. Je vous remercie de votre attention. Important de construire donc un agenda international de l'ESS par l'action, par les territoires, par l'exemple, à partir donc des formes, des méthodologies de coopération entre les acteurs de terrain et les gouvernements locaux. Je vais appeler à la tribune donc Nicolas Cruz-Timeo, qui est le directeur exécutif d'IDEAC, l'Institut pour le développement de l'économie associative de la République dominicaine, qui va nous dire justement comment dans les territoires ruraux en République dominicaine, ils ont réussi à construire des politiques conjointes d'ESS au niveau local pour inspirer les débats internationaux. Merci. Muchas gracias. Buenos días. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. J'avais préparé une présentation, je savais que le temps était court, mais pas aussi court, donc je vais la passer rapidement. Je vais l'utiliser de support, mais pour essayer de le faire le plus vite possible. Il s'agit d'un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans avec une communauté en République dominicaine, à la frontière avec Haïti. Voyons aussi les Caraïbes, la République dominicaine, la carte donc de l'île, la frontière avec Haïti. On voit la frontière en rouge ici et la municipalité Hondobaye et il appartient à Santiago en fait. C'est un territoire qui est composé de 2 municipalités avec 23 km². Au niveau de pauvreté de cette municipalité, de 82,4%, les 3/4 en fait de la population. C'est la municipalité la plus pauvre de République dominicaine, qu'on peut voir ici en rouge foncé, marron, à gauche. Voilà une photo aérienne d'une des municipalités, de nombreux problèmes environnementaux très importants, les rivières polluées, manque de traitement des eaux usées, manque d'eau également, mauvais traitement des déchets également ménagers et de la déforestation et le mauvais usage des sols. On peut voir ici sur la photo la situation des sols.
avec une culture nomade, donc de coupe et ils font du brûlage en fait. C'est le parc national de Neiba. C'est une réserve normalement mais qui est touchée en fait par l'action humaine. La conséquence de ces pratiques l'absence de propriété privée, une exploitation individuelle, prédatrice. C'est la pratique en fait de la population et de ses communautés. La prédominance du patriarcat avec une exploitation qui est importante. Disons qu'il y a des liens avec les travailleurs immigrés haïtiens qui traversent la frontière. Les femmes doivent passer du temps non seulement pour la production, mais à produire en fait de l'argent, mais aussi à s'occuper de leur famille. Et il y a un clientélisme des politiciens et des paiements en fait de pots de vin au niveau pour les prises de décision dans la municipalité. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire et de travailler? C'est modifier les relations de pouvoir local avec la gestion, par l'intermédiaire de la gestion économique du territoire et la participation des communautés et former des organisations. Démocratiser la gestion de développement des gouvernements locaux, la municipalité d'Andobaye et de Santiago, doter la société civile des instruments de contrôle de gestion politique municipale et des biens communs, comme des mécanismes pour augmenter le pouvoir de la communauté et diminuer en fait les prises de décision unilatérales des politiciens. Le développement de capacités professionnelles et techniques, des initiatives d'entrepreneurs pour contrecarrer ces pratiques déprédatrices de l'agriculture et cet individualisme. C'est la proposition donc originale que nous avons eue. Quels sont quel est le succès qu'on a obtenu avec la participation de la communauté? Un plan d'organisation du territoire comme un premier pas pour organiser la gestion du territoire. C'est le premier plan qui a été mis en place avec une loi d'organisation du territoire. Nous avons essayé de mener une expérience pour aider à soutenir la structuration et la mise en place de cette loi qui est présentée actuellement au Congrès. À partir de ce plan d'organisation du territoire, nous avons développé des plans de développement de la municipalité. L'année prochaine, nous prétendons commencer à travailler avec un budget participatif, avec une participation de la population. Nous avons négocié et matérialisé le contrôle des institutions centrales. La plupart des institutions qui sont dans le domaine de la santé, de l'éducation santé, ne participaient pas en fait à la gestion, n'incluaient pas la gestion locale. Donc la population applique une conscience de décision participative de la population et avec des comités de suivi qui sont composés principalement par des jeunes et des femmes. C'est un élément clé que nous avons essayé de mettre en place. Essayer que les jeunes en fait participent à toutes ces activités. La conscience, une attitude plus critique sur le besoin de protéger, et de gérer et reproduire et de gérer en fait les biens publics et qui sont communs. L'autogestion de l'économie et des marchés, il y a une coopérative qui a été constituée avec 1600 petits producteurs et producteurs qui comprend également 3 fédérations de producteurs de café et une association de pêcheurs. Elle a réussi à réunir 600 000 euros de budget pour l'aide à la communauté. C'est fondamental, en fait, de partir du local, des capacités locales existantes, pour mobiliser l'économie, en fait. Parce que le problème
que nous avons en général, c'est le désordre de l'individualisme détruit de nombreuses ressources, en fait, et donc quand on s'organise, c'est plus facile de les organiser de façon plus efficace. Le combité comme une pratique ancestrale de travail social entre les producteurs pour remettre sur pied la production de café. Il y a eu la maladie, la roya du café. Toute l'Amérique centrale a été touchée par cette maladie et les personnes, les agriculteurs n'avaient plus en fait les possibilités de vivre avec leur culture à cause de cette maladie. Donc, de trouver des aides pour les remettre sur pied. La pratique de culture durable également, en fabriquant de l'engrais biologique, par exemple. Pour le travail du café, une systématisation qui s'effectue par l'intermédiaire des coopératives, des microcrédits pour aider à la production également et donner l'accès ainsi à des équipements et les différents intrants dont ils puissent avoir besoin et sur la base en fait d'aide locale. Certaines affirmations maintenant et d'autres que nous avons appris. Il a été confirmé que l'économie sociale et solidaire doit être comprise comme l'a dit Laura Rincon, comme quelque chose d'existant et latent et un projet de société également qui dépasse les exploitations actuelles des êtres humains et de la nature par une minorité, avec des possibilités de s'ancrer dans certains endroits selon la configuration du territoire qui est constitué de façon historique, qui doit partir de l'histoire de la population. On ne peut pas insérer il faut s'adapter en fait aux conditions locales des communautés. La globalisation capitaliste dans tous les territoires, et sur ce intervient le travail des secteurs populaires, des travailleurs, le capital majoritaire et la politique sont des acteurs déterminants pour qui établissent une lutte des classes en fait, qui est donc les petits producteurs sont étouffés par cet impératif. L'économie solidaire repose sur les travailleurs, sur leurs organisations et leurs alliés, en fait, et ce qui peut amener à un changement. Le capital a donc besoin, dans sa version néolibérale, de fragmenter le secteur populaire avec des discours, des idéologies qui reposent sur le droit à la différence culturelle, ethnique, de genre, etc., pour garantir son hégémonie et sa reproduction. Elle a montré que l'économie sociale et solidaire peut être un moteur de développement des capacités et une activité émancipatrice pour les êtres humains et pour la nature. Parce que c'est une réponse, c'est non seulement une réponse aux besoins locaux, elle produit une mobilisation, une conscience des citoyens, la modification des relations de pouvoir qui existent sur le territoire. La coopération et le soutien extérieur ne peut remplacer les possibilités offertes par le territoire et la population, le secteur populaire, qui doit s'appuyer sur ses propres forces et des principes fondamentaux que l'on doit respecter au moment de financer des initiatives et des projets de ce genre. Depuis 3 ans que nous travaillons, les plans de développement, d'organisation du territoire sont en marche et toutes les propositions ont été faites. Et nous avons besoin maintenant de financement et de les mettre en place. Il y a quelques initiatives avec la participation des travailleurs, comme la réparation de petites routes rurales, des chemins en fait, en utilisant cette formule du combité. Mais c'est un processus qui est en marche pour le moment et nous espérons que nous allons pouvoir continuer à travailler. C'est à long terme, hein. On ne peut pas avoir en 3 ans. Merci beaucoup pour votre attention.
Melvin Rillo, c'est votre tour. It's your turn. Melvin Rillo représente donc le bureau du maire de Quezon City, qui fait partie de la métropole de Manille, de Métro Manila. Il va présenter dans un premier temps les défis, the challenges first, qui sont posés à la ville dès l'instant où il y a une tentative de mettre en place des politiques d'économie sociale et solidaire, et notamment à partir de la dimension de la politique nationale. Et on passera ensuite aux applications concrètes, challenges, concrete actions, ongoing, et le troisième point sur les perspectives, l'engagement dans la préparation d'Habitat 3 and commitments. Okay, thank you. Please go. Yeah, hi everyone. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je représente le maire de Quezon City, donc je voulais partager avec vous notre expérience par rapport à le SS aux Philippines. Donc tout d'abord, un peu l'historique de notre ville, Quezon City. C'est la plus grande ville dans la métropole de Manille, aux Philippines, en ce qui concerne sa superficie. Donc, étant donné l'étalement urbain qu'il y a eu dans la métropole de Manille, donc en fait, les urbanistes n'ont pas pu gérer donc tous les migrants qui venaient des provinces, qui sont arrivés dans notre ville sans logement adéquat, sans éducation, sans accès aux services. Donc maintenant, nous avons par exemple les rives sur le fleuve. Donc ils ont créé des villes de fortune le long du fleuve. Et évidemment, les conditions de vie ne sont pas du tout décentes. Il n'y a pas d'assainissement. Donc le défi pour la ville, c'était comment améliorer les conditions de vie de ces personnes qui se sont établies sur les quais du fleuve. Donc le défi pour notre ville, c'était comment améliorer les conditions de vie, comment rénover ces bidonvilles créés par les habitants eux-mêmes. Donc nous avons créé un conseil de développement logement, et le but c'était d'améliorer les conditions de vie, parce que 60% de la ville était occupée par ces habitants, disons, informels, qui avaient créé cette ville de fortune sur les rives du fleuve. Donc il a fallu rénover ces bidonvilles et parfois les reloger dans des conditions décentes et sûres pour que ces personnes puissent avoir accès à un logement sain et décent. Mais c'est très difficile parce que vous savez que ces personnes ont décidé de s'établir ici parce que ces lieux étaient proches de leur lieu de travail. Donc pour certaines, elles y habitaient depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc c'était très difficile de les reloger. Donc comment est-ce que nous avons pu gérer ce problème? Tout d'abord, on a essayé de les étudier et ensuite les réorganiser en quelque sorte, et on les a répartis en groupes ou en communautés. Et donc nous avons établi différents groupes et ces groupes sont en cours de relogement, et nous sommes en échange aussi pour parler avec ces groupes. Après avoir échangé avec ces groupes, nous avons dû également leur donner des formations en matière de renforcement de capacité pour les responsabiliser. Donc, il a fallu travailler avec ces différents groupes et il a fallu lancer tout un processus pour que ces personnes puissent s'organiser elles-mêmes. Et dans le cadre de leur communauté, ces personnes pouvaient échanger entre elles et on pouvait aussi gagner leur respect, parce que le but, c'était de les reloger et gagner leur confiance. Et évidemment, donc, pour gagner leur confiance, il faut échanger avec eux. Donc, il y avait pas mal d'incompréhension au départ, mais après un certain temps et après avoir travaillé avec eux pour renforcer leurs capacités, après avoir donné quelques formations pour leur permettre de s'organiser et développer leur propre système communautaire, leur système de vie dans leur quartier. Donc, après tout ce travail, nous avons pu établir des liens de confiance et nous avons pu les reloger. Donc, c'est une réponse à la pauvreté qui sévissait
déplacer dans ces différents quartiers de fortune et nous avons dû organiser des communautés ou utiliser des animateurs, disons, de communautés pour leur permettre de créer des programmes de vie. Donc, on n'a pas forcément donné ces programmes de vie à des individus, mais à des communautés. Le but, c'était de garantir la participation citoyenne des individus qui faisaient partie de ces communautés. Donc, il fallait vraiment qu'ils participent. Il fallait donc une participation réellement active pour que ces personnes puissent prendre part ou puissent participer à ce programme et donner leur point de vue. Donc, nous avons créé une organisation. Comment on l'appelait en anglais? Donc, pour, en fait, c'est une boutique ou un magasin qui vendait, par exemple, tous les produits nécessaires pour la communauté. Donc, les gens, ils savaient que c'était réellement leur magasin où ils pouvaient acheter tout ce dont ils avaient besoin. Donc, ils ont vraiment participé à la création de ce magasin. Et évidemment, si on impose un magasin comme celui-ci, ils ne font qu'acheter leurs produits et repartent. Mais grâce à cette organisation participative, ils ont pu augmenter leurs revenus et évidemment, cela nous a permis d'endiguer la pauvreté dans cette communauté. Donc, nous avons pu travailler sur cette pauvreté grâce à ces revenus du magasin. S'agissant de l'Habitat 3 et le programme pour l'Habitat 3, la Ville croit réellement que cette démarche sera très utile pour nous permettre de relever les objectifs ou réaliser les objectifs d'Habitat 3 parce que, évidemment, il faut intégrer les individus dans la programmation de la Ville. Donc, grâce à ce programme, nous intégrons ces différents éléments dans notre programme pour la ville. Donc, nous avons créé le bureau de relations pour la ville. Donc, grâce à toutes ces organisations que nous avons pu créer, nous avons pu créer un réseau qui est rattaché à ce bureau. Et ce bureau est réellement un guichet unique qui va s'occuper des besoins de ces réseaux. Et s'agissant de la planification à l'avenir de notre ville, il y aura une démarche participative parce que nous pensons que la planification n'est pas seulement l'affaire de la ville, mais en fait la planification repose sur une vision partagée entre les parties prenantes de la ville et ceux qui en ont besoin. Donc, en fait, il y a une convergence d'idées entre les parties prenantes de la ville et les élus de la ville. Donc, nous avons une vision partagée pour notre ville et nous pensons que c'est vraiment la voie de l'avenir. Une ville repose sur une vision partagée entre les politiques et les habitants. Donc, merci beaucoup, c'est parfait. Thank you. J'ai commencé en disant qu'on vivait un moment historique. Qui dit moment historique dit aussi âge critique. Et aujourd'hui, si on veut, et je pense que c'est important dans le thème aujourd'hui, territoire, ESS, développement, à la fois au niveau international, au niveau régional, au niveau national, au niveau local, à chacune de ces échelles, qu'on réfléchisse en fait à notre capacité à systématiser et adapter les modèles économiques et financiers qui ont gouverné jusqu'à aujourd'hui toutes les initiatives dont on parle, qui sont présentes dans de multiples publications, dans de multiples conférences, etc. Aujourd'hui, et je pense que à travers les prises de parole de Séoul, de Montréal, que je tiens à saluer comme vice-président du FMDV, et de Quezon ici, mais l'expérience aussi en République dominicaine, on constate à quel point le territoire est complexe, à quel point le jeu des acteurs est complexe, à quel point pour les gouvernements locaux, organiser le dialogue, le consensus, à la fois au niveau de leur territoire, mais aussi en articulation avec les objectifs qui sont posés par les politiques nationales, est d'une excessive complexité et en plus dans des contextes de développement très différenciés, avec donc des backlogs, des retards à rattraper qui sont
excessivement conséquent en termes de poids sur les finances municipales, etc. L'économie sociale et solidaire, la finance sociale et solidaire, pour devenir macro, pour devenir un véritable modèle, système qui permette non pas seulement d'être une alternative, non pas seulement d'être complémentaire ou subsidiaire même, mais de proposer véritablement le modèle de développement durable de l'économie réelle pour la cohésion sociale. On doit tous ensemble travailler sur le recoupement entre ces modèles économiques et financiers de nos initiatives et voir comment dans leur systématisation, ce que ça signifie de créer des institutions relais de ces modèles qui ancrent ces modèles et ces expériences, ces initiatives, ces innovations, parce que tout cela quand même recèle d'innovation, de génie, on peut le dire, de génie humain dans la coopération. Comment est-ce que tout cela s'inscrit et s'intègre réellement avec des piliers fondamentaux dans le développement de nos territoires. Donc je voudrais ouvrir le débat avec le public, quand même aussi en ouvrant sur cette perspective-là qui me paraît vraiment essentielle dans nos débats, qu'on ne se tienne pas uniquement au constat, aux bonnes pratiques, etc., mais vraiment à réfléchir ensemble à tout ce qui nous manque pour être à l'égal de l'économie, de la finance traditionnelle en termes d'institutions, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à aller plus loin et à faire en sorte que les gouvernements locaux, les maires, qui ont une responsabilité énorme sur leurs épaules, les administrations puissent enclencher et véritablement accueillir les propositions du mouvement dans la mise en œuvre des politiques publiques. Rappelez également, le G7 Montréal, ce sera le sommet essentiel pour les collectivités territoriales qui vont se faire championnes de la promotion de l'ESS. Donc vraiment insister sur cette mobilisation en septembre. Rappelez que dans l'agenda, en mars 2016, début mars 2016, à Mexico, au niveau du district fédéral, nous organisons la conférence thématique Habitat 3 sur le financement du nouvel agenda urbain. Cette conférence sera essentielle comme pré-rendez-vous avant Montréal pour faire en sorte qu'il y ait un axe financement innovant et que l'économie et la finance sociale et solidaire soient présentes dans cet axe-là pour montrer, parce que là on aura vraiment en termes de parterre l'ensemble des institutions internationales, des pays, etc., qui pourront entendre qu'il ne s'agit plus justement d'une économie de la subsistance, d'une économie du pauvre. Donc, et les gouvernements locaux, les maires, les politiques auront beau jeu de se joindre aux membres du groupe pilote, aux membres pays fondateurs du groupe pilote pour porter cette parole dans ces instances-là, parce que c'est comme ça aussi qu'on y arrivera. Et terminer aussi sur le fait que le draft pour Habitat 3 sortira donc en avril-mai, on ne sait pas encore exactement, juste avant, donc en juillet, la PrepCom 3 qui aura lieu à Surabaya en Indonésie, que donc les mouvements qui sont présents en Asie auront une grande responsabilité sur la visibilité, donc Séoul en particulier, et donc vraiment pensons à cette mobilisation concrète, pensez aussi à ceux dans les mouvements qui sont en capacité de rejoindre les comités nationaux, de discuter, de lire les textes d'Habitat 3, les issue papers essentiels pour faire des commentaires. Qui a des questions? Juan Gerardo Dominguez, je viens du Mexique. Je voulais poser une question à M. Mansour. Le principe qui sous-tend votre intervention, vous avez dit en fait que l'habitat urbain est une opportunité. Il y a beaucoup de chercheurs au monde qui parlent plutôt que de développement local en tant que l'opportunité pour la décentralisation de l'habitat en tant que stratégie importante pour les villes. Et nous pensons que le SS devrait promouvoir le développement local et non pas le développement urbain. Donc, je voudrais savoir quels sont les principes ou quels sont les concepts idéologiques qui sous-tendent votre intervention sur le développement urbain. Question, on répondra, ce sera plus simple. Bonjour à tous, Luis Cuenca, représentant du conglomérat Banco Popular y Desarrollo Comunal en Costa Rica. Moi, j'ai une remarque. On parle beaucoup de financement de l'urbain et de l'habitat, mais à mon avis, il serait très important qu'on définisse les critères de qu'est-ce que ça veut dire l'urbain et l'habitat pour l'économie sociale et solidaire. Parce que l'urbanisme intègre des valeurs. L'urbanisme, c'est la construction de l'utopie du citoyen dans son espace,
Et il y a des courants très différents parmi ceux qui proposent des solutions urbaines et des solutions d'habitat. Il faut donc savoir comment les financer, mais aussi se prononcer sur qu'est-ce qu'on va financer, qu'est-ce qu'on cherche à promouvoir comme organisation de l'habitat humain, qu'est-ce qu'on cherche à promouvoir comme ville, des villes avec des espaces publics de qualité, qui puissent promouvoir la capacité associative de ses habitants, entre autres éléments qui seraient importants à définir pour les acteurs de l'économie sociale. En espagnol. Je vais parler en espagnol. Plus qu'une question, c'est une observation ou un commentaire plutôt. Je pense que nous parlons d'économie sociale. J'ai participé au Forum mondial d'économie locale récemment. Et l'économie locale et l'économie sociale est conditionnée par les grandes banques internationales. La France préside le groupe pilote. La France est membre du Conseil de sécurité. C'est un grand pays, mais elle influence également sur les politiques internationales de financement. Et l'économie locale et l'économie sociale ne trouvent pas de soutien au moment d'être financées par la grande banque internationale. Je pense du Fonds monétaire international, je pense à la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine également. Non seulement elle ne trouve pas de financement, c'est marginal, mais elle n'apparaît même pas sur les plans. C'est-à-dire, nous devons faire un appel que les grands pays, nous pouvons promouvoir effectivement des initiatives dans les pays, mais pour faire ce saut quantitatif, nous devons effectuer un grand changement. Il est nécessaire, nous avons besoin de beaucoup plus. Et je pense que la France pourrait également diriger et être active dans cette discussion sur le plan mondial pour mettre sur la scène politique ces nouvelles formes de voir et de travailler l'économie. Et que ce ne soit pas non seulement avec des grands prêts, avec des conditions économiques pour des pays en voie de développement, en restreignant l'économie et ne permettant pas le développement de cette économie sociale. Merci. Oui, Madame la première dame du Costa Rica, vous avez entièrement raison. Et on a d'ailleurs besoin du gouvernement du Costa Rica, membre du groupe pilote, puisque dans la déclaration commune qui est sortie le 28 septembre, il y a un engagement de convoquer une conférence internationale du financement de l'économie sociale et solidaire, en invitant à y participer bien sûr les banques coopératives, les banques alternatives, les crowdfunding qui correspondent, je dirais, à une démarche sociale et participative, donc j'allais dire les vrais, et d'autres acteurs qui émergent, mais aussi la Banque mondiale, le FMI, les banques régionales, comme vous venez de les citer, la Banque interaméricaine de développement, la Banque européenne d'investissement, ses équivalents en Asie ou en Afrique. C'est un long travail. Je pense qu'on y arrivera plutôt vers 2017. Je vous engage, celles et ceux qui sont moteurs dans ce domaine, à nous aider à préparer cette conférence. C'est un engagement lourd, mais comme vous l'avez dit, tout à fait essentiel. Merci beaucoup. Mansour, très vite, sinon Marina va m'assassiner. Oui, très rapidement. La première question qui a été posée est relative un peu à la question de l'échelle entre l'urbain, le local et le territoire. En 5 minutes, c'est difficile de revenir sur comment repenser l'agenda urbain, mais effectivement, l'un des premiers axes, c'est comment faire le bridging entre l'urbain, le local et les territoires. Ça, je pense que c'est le premier principe. Maintenant, il faudra après identifier les stratégies, parce que tout le monde est d'accord avec les principes de l'économie sociale et solidaire. Je pense que là où nous devons mettre l'accent, comme l'a dit le président, c'est de montrer des cas concrets, comme les coopératives d'habitat au Sénégal, de montrer des cas concrets pour la question de la jeunesse, de montrer des cas concrets pour la question des femmes, et pour la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Donc c'est ça surtout. Mais la question de l'échelle n'est pas aussi fondamentale. Nous pensons qu'il y a un principe fondamental en urbanisme, c'est la continuité des territoires. L'urbain, ça rime au périurbain. C'est comme ça que c'est dit dans les orientations de la définition du nouvel agenda urbain. Et le périurbain est articulé au rural.
Je pense que c'est un continuum de territoire qu'il faudrait prendre en charge de manière cohérente en ayant des pôles forts comme on le fait actuellement au Sénégal qui organisent l'espace autour de ça. Bon, très rapidement, la deuxième question est relative au financement. Oui, moi je suis convaincu que l'économie sociale est perçue souvent dans nos pays comme une économie de la débrouille, de la pauvreté. Mais en réalité, les coopératives d'habitat ont montré que c'est aussi une économie du réel, mais qui ne cible pas forcément tous les gens pauvres. Les coopératives d'habitat, au contraire au Sénégal, c'est pour la classe moyenne et la classe moyenne supérieure. Les pauvres, c'est les bidonvilles et la restructuration. Donc vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas une économie qui est basée sur seulement des principes, mais qui est basée plutôt sur le réel, sur le territoire, Mansour, sur le concret. vous voyez Mariana qui vous fusille du regard? Il faut arrêter. Allez-y, terminez maintenant. Oui, Dernière phrase. j'ai déjà fini. Je pense que c'est difficile en 5 minutes de revenir dans le détail, mais sachez que il y a d'abord, dans le processus de préparation d'habitat, ça je devais le préciser, on doit repenser l'agenda urbain, mais cette fois-ci on s'est rendu compte que ça ne suffit pas. Il faut identifier les stratégies de mise en œuvre. Vous l'avez dit, je ne suis pas revenu dans les détails, il y a les conférences thématiques sur l'énergie à Abu Dhabi, sur le financement à Mexico. Donc ça, c'est les outils qui vont identifier comment on va mobiliser les stratégies, comment on va mobiliser les ressources humaines, comment on va mobiliser les ressources humaines, comment on va influencer les politiques. Parce que je terminerai par ça. Aujourd'hui, les policy units qu'on est en train de mettre en place ont des chefs de file. Et aujourd'hui, le Forum sur l'économie sociale et solidaire pourrait être chef de file d'une unité politique et pourrait donc de ce fait influencer directement en apportant des inputs. Parce que nous n'avons pas les stratégies peut-être de l'économie sociale solidaire, nous n'avons pas les expériences qui sont capitalisées, on me parle énormément de ces... En tout cas, moi je me fais le porte-voix sous le tutorat de Abdou Salam Fall pour voir comment nous pouvons influencer le rapport pays et comment nous pouvons aussi alimenter le débat au niveau global pour que ces éléments qui sont des éléments importants, parce qu'on a dit que le nouvel agenda urbain doit accorder une place importante à l'équité et à la participation et au financement alternatif, au financement innovant. On a beaucoup parlé du financement vert, mais il faudrait mettre aussi, je pense, le financement social. Merci beaucoup à tous les intervenants.